Bonjour mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'être ce matin à l'hôpital, au centre hospitalier régional de Tambacounda pour rencontrer le médecin chef de service de la pédiatrie pour parler avec lui, échanger avec lui sur beaucoup de questions. Et je profite de cette occasion vraiment pour remercier le directeur de l'hôpital, M. Mamadou Silla. Et c'est grâce à lui que nous avons pu obtenir ce partenariat entre le Centre hospitalier régional de Tambacounda et le groupe Alcouma. Donc aujourd'hui, l'émission porte sur le pôle mère-enfant que vous voyez ici derrière moi. Et le pôle mère-enfant, c'est la pédiatrie, mais aussi la maternité. Donc on démarre avec le médecin Dr Ndiaye et pour terminer après avec Dr Diarra de la maternité. Merci Alcouma TV dans les locaux du pôle mère-enfant pour échanger avec le médecin Dr Ndiaye qui va nous recevoir, avec qui nous échangerons sur beaucoup de questions. Docteur, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, merci. Ça va? Bien, merci. Docteur, ça va bien? Bien, merci, docteur. Bien, merci. Bien. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous rendre une visite de courtoisie pour aussi échanger un peu sur le fonctionnement du service, les missions de vos différents services, etc. Et naturellement, on démarre avec la pédiatrie. Je crois qu'après, nous allons continuer avec la maternité. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et nous démarrons par la visite des lieux d'abord. Oui. Voilà, visiter un peu, pour permettre à nos téléspectateurs de voir un peu ce que vous avez ici. Et après, nous terminerons par naturellement les questions-réponses. Voilà. Merci. Donc, on va commencer par la constatation externe de la pédiatrie d'abord. D'accord. Donc, je pense que c'est ici où tous les malades qui viennent pour la constatation externe sont reçus. Okay. C'est-à-dire dans le cadre des malades qui viennent et qui ne sont pas urgents, ils sont reçus ici, pour la constatation externe et même les rendez-vous. Ouais. Donc là, c'est la salle ici, c'est la salle d'attente des malades. Et on a pratiquement 3 bureaux de consultation. C'est pour accélérer en fait, les consultations, pour éviter un peu les pics d'attente. Et parfois, il y a une congestion, comme il y a des jours où il y a beaucoup de malades. Pareil, vous êtes venus, mais vous voyez, c'est pratiquement désengorgé. Tout à fait. On a commencé très tôt et les malades sont ventilés et partent rapidement. Tout à fait. Ça, c'est l'accueil des malades. D'accord. Une fois qu'un malade qui vient, qui n'est pas urgent, a été vu et on juge qu'il doit être hospitalisé, on va l'acheminer au niveau du bâtiment à l'étage pour l'hospitalisation. D'accord. Oui. Donc ça, c'est les bureaux de consultation. Les bureaux de consultation, qui sont en face de la salle d'attente. D'accord. Donc, et là, c'est la maternité qui est de l'autre côté. Ce sont les accompagnants des malades des mamans qui viennent d'accoucher. Donc là, c'est aussi la constatation de la maternité. Donc là, vous voyez, il y a moins de pression parce que, comme je l'ai dit, quand les gens commencent, on a un souci de temps et pour éviter un peu que les gens attendent trop longtemps, ce qui fait qu'il y a... Le fil est maîtrisé rapidement et il y aura beaucoup de malades qui vont rentrer. Mais c'est l'occasion de nous présenter un peu ces services stratégiques dans l'hôpital régional, au centre régional de Tambacounda, le service de la pédiatrie. Si vous devez présenter ces services, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous savez, le service de pédiatrie, c'est un service qui prend tout ce qui est enfant et ado. Quand on dit enfant ado, c'est de la naissance jusqu'à 14 ans, révolu. Tous ces enfants sont pris en charge au niveau du service de pédiatrie. Ce qui fait que maintenant, on parle de pôle mère-enfant. Il y a la maternité en bas et puis il y a la pédiatrie en haut. Ce qui fait que maintenant, c'est une seule unité où le gynéco et la pédiatrie travaillent ensemble. Ce qui fait que toutes les mamans qui viennent accoucher ici, normalement, le bébé doit être vu par le service de la pédiatrie. Tout à fait. Maintenant, pour les autres enfants qui ne sont pas nés ici, qui sont nés ailleurs, eux aussi, quand ils sont envoyés, on les prend en charge ici au niveau de la pédiatrie. Maintenant, à part ces nouveau-nés, il y a aussi le groupe des enfants qui peuvent venir, qui ont moins de 14 ans. Tout à fait. Comme parfois l'âge, il y a des parents qui ne connaissent pas exactement leur âge, il y a toujours une flexibilité. On peut voir qu'un enfant, on se dit qu'il doit avoir 16 ans, 17 ans, le parent dit qu'il a 14 ans, bon, il n'y a pas de souci, on les prend. On les prend en charge. Maintenant, parfois, c'est à la sorte qu'on se rend compte, c'est un enfant de 16 ans, c'est un enfant de 17 ans. Bon, s'il n'y a pas de souci, l'essentiel, c'est de les prendre en charge et tout va rentrer dans l'ordre. Et comment le service est organisé et comment fonctionne-t-il? Oui, en fait, le service de la pédiatrie, il y a 2 parties. On peut dire que ça, c'est le service de la néonatologie. C'est réservé uniquement aux nouveau-nés. Aux nouveau-nés. La néonatologie. Oui.
Uniquement Ok. pour Donc les si on nouveau-nés. monte à l'étage, Oui. à gauche, à droite, oui. Oui. Ouais. C'est le service de néonatologie. Néonatologie, oui. Avec tous les bébés qui sont hospitalisés, avec des horaires de visite pour les parents. Ok. Oui, parce que quand vous regardez les horaires de visite, chaque jour, Ah oui, les c'est parents important. ont droit de voir le malade entre 14h 14h, 15h et le soir entre 18h et 19h. Ouais. Et en plus de ça, il y a des heures d'allaitement. Ah, ok. Oui, les mamans, on les permet de venir allaiter leurs enfants 9h, 12h, 15h, ça toutes les 3 heures de temps. Ok. Maintenant, c'est en fonction des malades. Il y a des enfants qui peuvent prendre directement le sein, il y a d'autres qui ne peuvent pas prendre le sein. Mais on a quand même ce qu'on appelle des extracteurs de lait qui nous permettent de donner au moment, ils vont tirer et on va donner à leur bébé. À travers un biberon. Oui, à travers un biberon, ou bien la seringue, ou bien la sonde, ça dépend de l'état de l'enfant. De l'état de l'enfant. Oui. Ok. D'accord, d'accord. Donc nous sommes ici au service de néonatologie, voilà. Maintenant, D'ailleurs, hier, nous avons visité le service avec votre chargé de communication, effectivement. Cheikh Dramé, que nous remercions au passage, qui nous a vraiment permis de faire, à mieux préparer cette émission. Effectivement. Voilà. Donc, alors, on ne peut pas entrer dans les salles naturellement. Donc, et quelle est la capacité d'accueil de cette et d'hospitalisation Oui, du service de pédiatrie de Tamba? Oui, si on prend de manière globale là. Bonjour, Petiam, ça va bien? Bien, merci, bien, bien, merci. Bien, merci. Si on prend globalement le service de la pédiatrie, on a un service qui peut accueillir les deux côtés, hein, pédiatrie comme néonatologie, jusqu'à 50 malades. 50 enfants. Oui, enfants. Maintenant, si on prend uniquement la partie néonat, c'est la partie qui a la plus grande capacité. Parce que ne serait-ce que ces trois salles, parce qu'il y a trois salles, bon, je pense que c'est pas. Ces trois salles, il y a une salle qui est réservée aux bébés qui sont nés ici, au niveau de la maternité. Et puis il y a deux salles qui sont réservées aux bébés qui sont nés en dehors de l'hôpital. C'est pour ne pas les mettre ensemble, parce qu'on n'a pas les mêmes écologies pour éviter les infections. Maintenant, si on part de l'autre côté aussi, il y a des salles d'hospitalisation. Ne serait-ce que ici, si on comptabilise bien, on a 15 berceaux. 15 berceaux. Ouais. Et on a 6 tables. Il n'y a pas un berceau vide qu'on peut filmer, ou bien tous les berceaux sont déjà occupés actuellement? Je pense qu'on doit avoir, on pourrait avoir. Voilà, un berceau vide seulement, comme ça. Une couveuse vide. Voilà, une couveuse vide, exactement. Il y a une couveuse, vide qui est là. Voilà. Ne prenez pas les enfants, mais prenez juste les couveuses vides. Il y a une couveuse vide qui est là. Voilà, couveuse vide, voilà. Elle est vide. Ouais. Oui. Ça, c'est une couveuse. C'est une couveuse qui est réservée aux nouveau-nés qui sont venus au monde avant terme. Qu'on appelle les prématurés. Oui. Ok. En fonction du degré de prématurité, donc il y a des nouveau-nés qui vont se gérer pendant un certain moment dans les couveuses. Il y a d'autres qui vont faire peut-être quelques jours et après on va utiliser ce qu'on appelle la méthode kangourou. Kangourou, oui, oui. Soit avec la maman, soit avec un membre de la famille. Et il y a une salle qui est réservée à cette méthode kangourou. Okay. Et là, et les prématurés, ils passent combien de temps ici? Ça dépend de leur âge gestationnel. Parce que parfois, il y a ce qu'on appelle des petits prématurés. C'est-à-dire c'est des enfants qui sont nés avant terme, mais qui sont proches du terme. Maintenant, il y a des enfants qui naissent et qui sont trop loin du terme. Parce que prématurité, on le prend pour des enfants qui sont nés à partir de la 22e semaine d'aménorrhée. Maintenant, plus ils sont proches de 37 semaines, plus c'est mieux. Plus ils sont loin de 37 et près de 22, plus ça va prendre du temps. Donc, ce qui fait qu'il y a des prématures qui peuvent faire peut-être une semaine parce qu'on a vu que sur le plan évolution, ça passe vite. Et la maman est disponible, on passe à la méthode kangourou. Parfois, il y a des prématures qui peuvent séjourner pendant une longue durée quand même. Parfois, on peut avoir un prémat qui peut faire 1 mois dans la couveuse. Est-il possible de connaître les pathologies pédiatriques les plus courantes ici à Tamba? Oui. C'est-à-dire c'est en fonction aussi de la saison. Ok. Oui. Si on prend l'exemple de toutes les pathologies, c'est les pathologies néonatales qui sont en premier. Parce que les nouveau-nés, c'est ce qu'on reçoit le plus comparé aux autres enfants. Ça, c'est un. Et parmi les nouveau-nés, c'est les nouveau-nés qui ont un poids qui est faible, qui est petit poids. Maintenant, dans les groupes des petits poids, il y a bien sûr les enfants qui sont nés avant terme. Et les petits poids, c'est à peu près combien de grammes? Mais c'est les enfants qui sont nés avec un poids qui est inférieur à 2,5 kg. 2,5 kg, oui. 2,5 kg. Pour les enfants qui sont nés à moins de 2,5 kg, on les considère comme des faibles poids de naissance. Maintenant, dans le groupe de ces faibles poids de naissance, il y aura des enfants qui seront des prématurés. Maintenant, il y a des enfants qui vont aller les deux. En plus de naître très tôt, ils sont trop petits. Ce qui fait que la prise en charge
va être beaucoup plus complexe pour ces enfants que les enfants qui sont nés avant terme avec un bon poids. Parce qu'on peut naître avant terme avec un bon poids. Maintenant, plus on est proche de la maturité, c'est-à-dire de 37 semaines, plus c'est mieux pour la prise en charge de ces enfants. D'accord, d'accord. Donc actuellement le service fonctionne correctement. On entend même des bébés pleurer. Oui. Ça veut dire qu'ils sont pris en charge ici. Alors, quand on dit souvent aussi la pédiatrie, on dit souvent de la naissance à l'adolescence. Vous l'avez dit tout à l'heure que l'adolescence c'est de 0 à 14 ans révolu. Voilà. Alors, docteur, en service parfois aussi c'est des difficultés. Voilà. Quel type de difficultés, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes souvent confrontés ici? Les difficultés auxquelles on est confronté, d'abord, c'est un problème de ressources humaines. Parce que Donc il y a un déficit de ressources humaines, qualifiées surtout. Qualifiées. Parce que quand on parle de pédiatrie et quand on parle de néonat, c'est-à-dire ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'énergie. Donc vous voyez, c'est un service où le personnel est obligé de rester ici 24 heures sur 24 parce que nous sommes responsables de tous ces enfants. Nous sommes leur papa, nous sommes leur maman. Donc il faut qu'il y ait une surveillance continue. Maintenant, c'est en fonction aussi des périodes. Parce qu'actuellement, peut-être vous avez vu, il y a 2 couveaux livres, il y a une table libre. Bon. Maintenant, dans ces conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les malades qui posent plus de problèmes, de surveillance, s'ils ne sont pas là, ça allège un peu le personnel. Maintenant, si on a des malades, plus de prémats, plus de malades qui ont besoin des tables, ça veut dire que ça demande plus de rotation et plus de surveillance. Et là, parfois, ça fatigue les gens. Et si on avait assez de ressources humaines, ça allait permettre à ce que la prise en charge soit améliorée. Donc je pense que ça c'est le premier. Le deuxième point, c'est toujours, comme je l'ai dit, c'est toujours les moyens matériels. Parce que quand on parle de couveuse, quand on parle de table chauffante, il y en a, mais ce n'est pas assez par rapport aux besoins de la Donc la demande est plus forte que l'offre. Ok. La demande est plus forte que l'offre. Et même sur le plan espace, sur le plan capacité. Ouais. On a augmenté la capacité par rapport à là où on était. Mais c'est comme si ça n'a pas suffi. Il me semble que vous recevez des évacuations un peu partout. Oui. Voilà, déjà, les patients viennent de quelle localité? Certains disent même qu'ils viennent des autres pays frontaliers. Effectivement. Est-ce que c'est le cas? Ou bien des autres districts? Apparemment, tout le monde achemine ses malades à l'hôpital régional. Effectivement. Étant donné que l'hôpital régional, c'est le seul, au niveau de la zone, au niveau de la région de Tamba, nous avons pratiquement toutes les références venant de tous les districts de la région de Tamba. Au total, il y a 7 districts, oui. Bakel jusqu'à Koumpentoum. Tout à l'heure, on vient de voir une ambulance de Kidira et une autre ambulance de Koumpentoum. Effectivement. Maintenant, en dehors des districts de la région, il y a aussi les districts hors région. Tamba, qui sont frontaliers avec la région de Tamba. Velengara, par exemple. Parce qu'ils sont plus proches de nous que de Kolda. Donc là, ils nous envoient. Qui nous envoie. Parfois même, on reçoit des malades qui viennent au pays, la sous-région. On reçoit des malades venant de la Guinée, des deux Guinées, de la Gambie et du Mali. Donc tous ces malades viennent ici pour se faire soigner. C'est-à-dire que c'est un hôpital, on peut dire, qui dessert non seulement la région, mais aussi toutes les régions qui sont frontalières avec le Sénégal. On peut continuer toujours la visite. Voilà, et je crois on dit souvent qu'il faut une approche holistique, mais aussi multidisciplinaire dans la prise en charge des malades ici. Pourquoi on le dit souvent? Parce que tout le monde doit être impliqué apparemment, du médecin à l'infirmier, Oui. Parce que la pédiatrie, ce n'est pas l'affaire seulement du médecin. Non. Oui. Parce que quand on parle de pédiatrie, c'est une branche de la médecine qui se focalise sur les enfants. Maintenant, quand on dit prise en charge des enfants, ce n'est pas uniquement la prise en charge curative, ce n'est pas uniquement en cas de maladie. La pédiatrie, c'est la médecine qui fait la prévention chez les enfants. C'est vrai qu'il y a des volets qui ne peuvent pas se faire à 100% au niveau des hôpitaux. Mais de manière générale, quand on parle de pédiatrie, c'est d'abord la prévention, c'est d'abord la promotion et enfin, il y a le curatif. Ce qui fait que le curatif, c'est quand un enfant tombe malade. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est de tout faire pour prévenir ces maladies, pour ne pas que ces enfants viennent
parce qu'ils sont malades. C'est que normalement, il y a beaucoup de consultations, il y a des parents qui viennent amener leurs enfants. C'est pas parce que leur enfant est malade, mais c'est parce qu'ils amènent leurs enfants pour que un médecin, un pédiatre puisse les voir et leur dire que l'enfant va bien, il grandit bien, il évolue bien. Et après, bon, c'est des rendez-vous périodiques que les parents vont avoir. Ok. Tous les 3 mois. Ici toujours, il y a des équipements qui sont là. Oui. Ok. Donc ça, c'est des équipements. En fait, c'est un problème d'espace aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a certaines qui nécessitent de la maintenance. Il y en a un qui était dans la salle, mais comme je l'ai dit, c'est un problème d'espace. Donc en fonction des besoins, on essaie de voir quel matériel on peut mettre et quel matériel on peut mettre ici. Ok. Et quelle est la place des parents? Parce que l'enfant, c'est sensible. Et il faut, c'est vrai, le curatif, mais aussi il y a l'implication des parents. Mais jusqu'à quel niveau? Bon, je pense que l'implication des parents est primordiale. C'est-à-dire, comme on a l'habitude de dire, on essaie tant soit peu de ne pas séparer le bébé de sa maman. Les bébés qu'on a mis dans ces 3 salles, c'est parce que c'est des bébés qui nécessitent une surveillance particulière. Dès que leur état s'améliore et qu'on voit que c'est des bébés qui ne nécessitent pas une certaine surveillance, on les met avec leur maman, automatiquement. Parce que la place de la maman, elle est primordiale dans la prise en charge. Ne serait-ce que sur le plan de l'alimentation, sur le plan affectif et même sur le plan de l'évolution. On voit que, comme les couveuses, où on met les bébés prématurés, dès qu'on voit que sur le plan stabilité, c'est des bébés qui sont bien et que leur maman est prête, il y a quelqu'un qui va les accompagner parmi les personnels, les coachés, c'est des bébés qui seront dans la salle kangourou et rapidement on voit leur évolution. Et la salle kangourou se trouve où? Se trouve là-bas. On peut visiter sans pour autant filmer les enfants qui s'y trouvent. Voilà, et je rappelle que, mais on peut parler aussi un peu du bâtiment qui est le fruit d'un partenariat entre l'hôpital régional et l'ONG Corsa. Oui. En fait, c'est un bâtiment qui a été construit par l'ONG. C'est ici la salle Kangourou. Oui. Voilà. Par l'ONG Corsa. Donc, c'est un bâtiment qu'on a eu à inaugurer depuis mars 2022. C'est un bâtiment qu'on a démarré pour l'hospitalisation depuis le 1er octobre de cette année 2024. Parce qu'avant, on était dans les locaux temporaires, qui étaient extrêmement difficiles et pour les prestataires et pour les parents. Ici, c'est mieux. C'est 10 fois mieux ou 100 fois mieux. Donc, il y a plus d'espace, c'est-à-dire l'espace est beaucoup plus convivial et on met les malades dans des conditions. Et il y a aussi l'aération. Oui, il y a l'aération et ça diminue un peu, ça joue sur le plan climatique. Parce que quand on rentre dans le bâtiment, on voit que ça répond quand même à la construction écologique. Tout à fait. On va vous visiter de l'autre côté, donc, ou bien. Oui, ça c'est la salle kangourou. Kangourou, oui. Oui, kangourou, on l'a bien écrit ici. C'est ça, oui. Oui, salle kangourou, oui. Où tous les faibles poids de naissance, tous les enfants qui ont un poids faible, une fois que le problème est réglé là-bas, ils vont venir ici et ils vont faire le kangourou avec le parent. La maman ou le papa ou un membre de la famille. Ou bien des bébés peuvent venir directement et ne pas passer par là-bas. Parce que leur état ne nécessite pas une certaine surveillance. Dès qu'ils viennent, on les met avec leur maman et la maman va faire la... Madame, vous pouvez passer, Ça ne gêne pas. C'est elle qui gère. C'est vous qui gérez les services. Les mamans kangourous, oui, donc elle les coach, elle les montre comment on fait. C'est pour qu'à la maison, une fois rentrée à la maison, qu'elle puisse continuer. Tout à fait. Ce qui fait parfois, on a l'habitude d'appeler même de faire venir une grand-mère. Pour qu'elle les accompagne un peu. L'apprentissage. Oui, parce qu'à la maison, les grands-mères peuvent aider. Même ici, il y a des grands-mères qu'on prenne et c'est elles qui vont aider la dame dans la prise en charge pour faire la méthode kangourou. Et l'autre salle, c'est la salle qu'on appelle la salle mère-enfant. C'est-à-dire c'est les nouveau-nés qui ne sont pas des faibles poids de naissance. Ils n'ont pas besoin de faire la méthode kangourou. Il est bien écrit sur la porte. Oui, c'est bien écrit. Voilà, donc salle mère-enfant. Oui. Voilà. Donc ce sont des, vous disiez? Ce sont des nouveau-nés qui ne nécessitent pas la méthode kangourou. On les met ici. Parce que ici, c'est des nouveau-nés en quelque sorte qui ont un poids qui est supérieur à 2500. Donc là-bas, c'est les nouveau-nés uniquement qui ont un poids qui est inférieur à 2500. On les met là-bas. On les coach sur le plan méthode kangourou. Comme ça, quand ils vont retourner à la maison, ils vont pouvoir le faire.
Ok. On va parler un peu des statistiques. Alors, qu'en est-il des statistiques actuellement en termes de taux de fréquentation, d'intervention chirurgicale? Parce que à chaque fois que vous venez, le docteur Niaï, il est au bloc. Ah, ok, ok. Voilà, voilà. Bon, c'est vrai bon, machallah, il y a assez de docteur Ndiaye. Et les gens, le plus souvent, dès qu'ils disent docteur Ndiaye, c'est pas le même. Ah, Il y a un d'accord. docteur Ndiaye, chirurgien pédiatre. Ok. Oui, Ouais. chirurgien pédiatre. Il y a Ouais. un docteur Ndiaye, radiologue. Radiologue, oui. Il y a un docteur Ndiaye, dermatologue. Ouais. Donc, ce qui fait que tout se Et résume vous, vous êtes pédiatre. chirurgien pédiatre? Non, 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 je suis Pédiatre tout pédiatre. court. Ok. Uniquement. Ok. Il y a l'autre docteur Ndiaye qui est chirurgien pédiatre. Ok. Ainsi de suite. Ok. Donc, ce qui fait que parfois, les gens, dès qu'ils disent docteur Ndiaye, ils pensent que c'est la même, c'est les mêmes Mais vous personnes. êtes le chef de service De la pédiatrie. de la pédiatrie. Oui. Voilà. Et Là, le taux de fréquentation? Le taux de fréquentation en moyenne, hein, je pense que chaque mois, on reçoit pas mal de 700 consultations. 700 Oui, consultations par mois. par mois. Par mois. Waouh. Oui. On a pour les hospitalisations, en moyenne, au niveau du service en moyenne, on peut avoir jusqu'à 200 par mois. 200 hospitalisations par mois. Wow. Et la part du lot est prise par le nouveau-né. C'est-à-dire, si on a 10 hospitalisations, c'est comme si les 7 sont des nouveau-nés. C'est le moins de 3 mois. Wow. 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 Oui. C'est pas. Ce qui fait que par moment, l'autre côté, la pédiatrie, on peut avoir moins de malades. Ok. Mais ici, la salle, c'est toujours rempli. Ok. Parce que la fréquentation des nouveau-nés est très, très, très importante ici. Les 700 consultations, Oui, par mois, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ce qui fait que il y a des jours comme ces jours-ci où le jour, parce qu'actuellement il n'y a pas encore la garde pédiatrique. Ok. On est sur la garde pédiatrique, c'est sûr que ça peut aller au-delà. Parce qu'on pense, peut-être, Inch'Allah, si tout ça passe bien, d'ici l'année prochaine, essayer de voir comment on peut éviter la garde pédiatrique quand même. Ok. Pour soulager les parents qui, après les heures normales de travail, ils voient que leur enfant a besoin d'être vu. Donc là, c'est difficile parce que, à part de cette heure, toutes les urgences sont centrées au niveau du service d'accueil et des urgences. Maintenant, on prend quand même tous les enfants qui ont de 0 jusqu'à 2 mois. On les voit ici, on essaie de les voir pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Tout à fait. Maintenant, cette Donc partie, vous dites que c'était la néonatologie. Cette partie, c'est pour l'hospitalisation des nourrissons et des enfants. Ok, des nourrissons et des enfants. Oui. Ouais. Ok. Et ici, la capacité, c'est combien? Bon, ici, la capacité, si on regarde bien, c'est 10 avec une cabine. 10 avec une cabine? Oui. Ok, donc ici, ici, en fait, c'est une grande salle qu'on a compartimentée en deux parties. Et il y a une partie qu'on réserve pour les nourrissons, il y a une autre partie qu'on a réservée pour les grands enfants. Et ce sont des salles, ça c'est la salle où on admet les malades qui ne sont pas urgents, ou les malades en convalescence. Ah, tous les malades urgents, tous les malades urgents sont mis dans la salle d'urgence là-bas. Ah, ok, il y a une salle d'urgence ici. Salle d'urgence. Ok. Ça, c'est la salle de transition. Soit vous avez quitté la salle d'urgence, on a réglé le problème, vous êtes venu ici. Soit vous venez et il n'y a pas quelque chose d'urgent, mais vous nécessitez une hospitalisation, on vous mettra dans cette salle. Et souvent, quels sont les types de difficultés, les types de maladies auxquels ces enfants-là sont souvent confrontés? Ces types de pathologies? Oui, c'est-à-dire en pareil moment, c'est la période toujours du palud. Ah, le palud. Le paludisme. Okay. C'est vrai que ça a diminué, ça a été décalé, mais jusqu'à présent, c'est le palud qu'on reçoit à pareil moment chez les enfants. Et maintenant, on le voit le plus chez les enfants de plus de 10 ans. Parce qu'avec les interventions pour la prévention du palud, donc là, on voit moins d'enfants de moins de 10 ans qui nous fait de palud grave. Il y en a quand même, mais on voit comme l'enfant qui vient, il y a des enfants qui viennent d'arriver, c'est le palud. Et ils viennent de toute la région, hein, même aux régions, comme je l'ai dit tantôt. Donc, quand ils viennent, on les met ici, si ce n'est pas urgent. Si c'est urgent, on les déplace, on les met. Et les décès sont liés à quelle maladie d'habitude? Parce qu'il y en a quand même des décès. Oui, il y a des décès. Si on prend la partie, la pédiatrie de manière générale, si on prend la pédiatrie de manière générale, c'est les nouveau-nés. Et quand on dit les nouveau-nés, c'est les nouveau-nés prématurés. Et quand on parle de nouveau-nés prématurés, c'est ce qu'on appelle les grandes prématurées. C'est les nouveau-nés qui viennent au monde avec un poids 500 grammes.
500 grammes. Oui, oui, 500 grammes parfois, et on est dans une zone où on a beaucoup de grossesses multiples. Parfois, malheureusement, on peut avoir des triplés. Où tous les trois font 500, 550, 600 grammes. Bon, on essaie, ils peuvent tenir quelques instants, mais après, ça pose problème. Maintenant, à part les nouveau-nés, on a toujours chez les nouveau-nés, on a les bébés qui sont asphyxiés. C'est les bébés qui viennent au monde avec une complication maternelle. C'est-à-dire il y a une pathologie de la mère qui fait que le bébé va venir au monde, mais à la naissance, il va souffrir. Donc maintenant, ça, c'est en fonction du degré de souffrance. Et aussi de l'origine. Parce que si c'est au niveau de l'hôpital, la distance elle est courte. La prise en charge est beaucoup plus rapide. Tout à fait. Maintenant, si c'est en dehors maintenant de la structure, ça prend du temps. C'est comme tout à l'heure, on voyait la menace de Kidira. Parfois, il y a des bébés asphyxiés qui vont venir de Kidira, de Bakel. Ce qui fait qu'ils viennent, on les prend en charge, mais après, c'est compliqué. Tout à fait. Et la troisième, ce sont les infections. Et l'autre côté, il y a quoi? C'est toujours, nous sommes Oui, dans là. les salles d'hospitalisation. Les salles d'hospitalisation. L'espace de... Ok. Oui. D'accord. Mais le bâtiment est vaste, hein? Oui, il y a c'est du sport quand même. Ouais, Quand on marche du début à la fin. Ouais. Oui. Ça, c'est réservé pour une cabine pour hospitaliser certains malades quand même, qui sont stables, qui peuvent occuper la cabine. Oui. Salle de garde. Ça, c'est la salle de garde pour les infirmières qui sont là. Et ça, c'est la salle d'urgence. Oh, salle d'urgence. Oui, ça, c'est la salle d'urgence. Ok. Et c'est la salle où tout ce qui est urgent va transiter ici. Au niveau Ok. Oui, hein. Ok. Tous les maladies urgentes vont passer ici d'abord. Une fois que l'urgence est jugulée, le malade est stable, on le transfère dans l'autre salle pour la convaincre. Parce qu'il faut que cette salle soit désengorgée pour permettre à ce que les malades urgents puissent venir. Sinon, Et la capacité de cette salle, c'est combien de lits? c'est 10 lits. 10 lits. 10 lits, Et oui. parfois, c'est plein. Parfois, c'est plein. Parfois, c'est plein. Ce qui fait qu'on est obligé d'accélérer les prises en charge pour permettre à ce que les malades puissent ne pas durer ici. Et permettre à ce que Je vois d'autres salles là-bas. La salle au fond là-bas, c'est la salle qui est réservée à la maternité. Ok. Oui, parce que la maternité aussi, Ouais. c'est vrai que comme je l'ai dit, c'est saisonnière. Ok. On était dans une période où le nombre de fréquentations, le nombre d'accouchements a été multiplié. Donc du coup, par rapport à capacité d'accueil, on était obligé de leur céder une salle, deux grandes salles, pour permettre à ce que aussi les malades puissent avoir. On a écrit ici pédiatrie, voilà, accès interdit à toute personne étrangère au service, sauf aux heures de visite. Merci pour votre compréhension. Oui. Ouais. En fait, c'est pour permettre à ce que aux heures de travail, parce qu'il y a les heures de visite pour la néonate. C'est de 18h, le matin c'est entre 14h et 15h, l'après-midi du moins. Le soir c'est entre 18h et 19h. Maintenant, cette partie de la pédiatrie, il y a une heure de visite affichée au niveau, c'est à partir de 17h45. Parce qu'on n'aimerait pas aux heures de travail que tout le monde vienne entraîner des distractions par rapport à ce qui est en train d'être fait au niveau des salles. Donc, raison pour laquelle on est obligé de demander à ce que les gens puissent respecter les horaires. Sinon, tout à fait. Ici, on parle de bureau, surveillante, service. De service, oui. Ok. Il y a une dame qui est là. Oui, il y a quelqu'un qui gère les statistiques, qui gère le volet administratif. Donc, ce qui fait que tous les malades qui viennent sont enregistrés ici. Leur exé, quand ils ont été traités, ils doivent sortir, ils passent encore On ici. peut aller visiter, il n'y a pas d'enfants ici? Oui, il n'y a pas d'enfants. Voilà, donc on peut venir visiter ici, cette salle. Le titulaire est souffrante. Bonjour madame, ça va bien? Jeanne, ça va bien? Bien, merci, on vient visiter votre bureau. Voilà, madame Boch, voilà. Donc, mais on peut dire qu'à Tamba, le taux de mortalité néonatale est en baisse quand même, a baissé. Oui, ça commence à baisser, on peut dire. Parce que comme je l'ai dit... Mais auparavant, il paraît que la situation était alarmante. Oui, c'était difficile, extrêmement alarmante. Mais je pense qu'on est sur la pente. Descendante. Oui, descendante. Maintenant, comme je l'ai dit, tout ça, c'est essayer de voir en amont comment faire pour que les femmes qui présentent des complications puissent se rapprocher pour accoucher ici. Parce que plus la durée de prise en charge est écourtée, plus il y a des chances pour sauver les bébés. Et que dites les statistiques mensuellement ou annuellement par rapport au décès? Par rapport au décès, en moyenne, on tourne autour de entre 15 et 18%.
15 et 18%. Oui. Maintenant, si on prend ce pourcentage, la majeure partie, c'est les nouveau-nés. Et quand on parle de nouveau-nés, c'est les prématurés. Les prématurés. Oui. Parce Ouais. que, Et puis, qu'est-ce qui explique, en fait, pourquoi la fréquence aussi des enfants, de ces naissances d'enfants prématurés? bon, parce qu'il y a beaucoup... Il n'y a pas de facteur, il y a pas de facteur explicatif. Bon, peut-être avec le gynéco, on va... Ok, on voilà, de ouais. voir. Ouais, Parce il y a qu'il des beaucoup, questions oui, sur ça. oui, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de complications de la grossesse. Comme les mamans qui sont en état de grossesse à un moment donné, ils ont des tensions qui sont élevées, ils font des convulsions Et liées à la grossesse. qui sont aussi anémies, Oui, victimes d'anémie. oui, c'est ça. Donc, dans ces conditions, une maman qui fait une éclampsie, c'est-à-dire c'est une maman qui a une tension élevée avec des protéines dans les urines. Dans ces conditions, c'est faire de telle sorte que le bébé ou bien le fœtus peut être extrait. Ce qui fait que quel que soit l'âge de l'enfant, malheureusement, ils seront obligés de l'extraire. L'autre chose, c'est quoi? C'est peut-être, il y a l'anémie, il y a le paludisme, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'il y a beaucoup de femmes qui accouchent prématurément. Et il y a un nombre élevé aussi de grossesses multiples. Ouais. Oui, c'est ce qui fait que, ouais, on peut avoir une femme qui fait un accouchement prématuré avec des triplés qui te font peut-être, comme je l'ai dit, âge gestationnel 26 semaines, c'est tout petit, avec des poids de 500 grammes. En fait, c'est extrêmement difficile De les sauver. de les sauver. Parce que le poids joue, l'âge gestationnel aussi joue. Tout à fait. Oui. Alors, aujourd'hui, quand on parle de médecine de façon globale, on parle d'innovation. Oui. Alors, qu'en est-il des innovations dans la prise en charge des pathologies pédiatriques? Oui. Donc, bon, là, je pense qu'il y a une interactivité qui se fait. C'est comme tout à l'heure, le docteur Thiam dont je vous ai présenté. Lui, c'est un pédiatre, mais orienté vers la néphrologie. Néphrologie. Néphrologie, c'est-à-dire, c'est... Il arrive que des enfants, des bébés aussi aient des problèmes néphrologiques Oui. Même des enfants, il y a des enfants qui naissent avec une insuffisance rénale. non, ils naissent pas avec une insuffisance. Ils peuvent naître avec un problème qui peut, à la longue, peut devenir qui peut aboutir à... ouais. Mais à chaque fois qu'on a un enfant qui présente un problème rénal, parce qu'au décours du palud, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants après qui présentent une insuffisance rénale qui doivent être dialysés. On les amène en dialyse, on les fait tout par... Il y a des enfants qui s'en sortent rapidement parce que, comme je l'ai dit, ce sont des tableaux aigus. C'est au décours d'une pathologie infectieuse comme la palu. Et après, ils peuvent rapidement s'améliorer. Maintenant, il y a aussi des enfants qui vont être sur le programme dialyse, mais on sera obligé de voir avec les collègues de Dakar comment ils peuvent être pris là-bas parce que la méthode de les dialyser est plus ou moins différente de... Venez, madame, venez. L'interview ne doit pas vous empêcher de faire votre travail. Voilà. Alors, ici, c'est la mémoire du service là où nous sommes. Oui. Voilà. Et, alors, qu'en est-il aussi de la télémédecine? Est-ce qu'elle est pratiquée à Tamba ou bien on va vers ça? Pas encore à Tamba. Ce n'est pas encore pratiqué? Pas encore pratiqué ici. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit une réalité ici? Bon, je pense que... Parce qu'aujourd'hui, la télémédecine, ça aide beaucoup, hein, les médecins que vous êtes. Effectivement. Ouais. Effectivement. Je pense que bon, on est en train de travailler avec la direction et même au niveau central pour que au niveau de l'hôpital qu'on puisse améliorer ça par rapport à l'échange même et par rapport à la prise en charge. Parce que la télémédecine va permettre à ce que certains malades ne puissent pas quitter certaines localités pour aller faire des kilomètres, aller vers d'autres localités. Ce qui fait que la télémédecine, c'est une innovation et qui, quand elle est réalisée au niveau de l'hôpital, je pense que la prise en charge va s'améliorer et ça va soulager et la population et nous les prestataires. Exactement. Il y a pas mal de malades quand même, pour des raisons de non-disponibilité de certains spécialistes, on est obligé de les mettre dans des ambulances et de les amener très loin. À Kaffrine, à Touba. Les évacuations se font où? Est-ce que vous évacuez des hôpitaux à Touba seulement ou bien c'est à Dakar et à Kaffrine? On évacue partout. C'est en fonction du cas et de la disponibilité de la place. Et les enfants en font partie aussi? Oui. Les enfants, parfois il y a des enfants qu'on évacue même à Ziguinchor. Ah bon? Oui, c'est en fonction, c'est-à-dire il y a un problème qui se pose. On essaie de voir quelle est la structure la mieux adaptée. Qui est mieux adaptée. 1. 2. On voit est-ce qu'il y a de la place. 3. Et on voit aussi les parents. Parce que les parents aussi ont le mot à dire.
Si le parent est originaire de Ziguinchor ou bien... On les explique les cas. On leur dit que le bébé doit être évacué. Maintenant, on a ces choix. On va chercher la place où c'est disponible. Parfois, il y a des parents qui vous disent que moi, si j'ai Touba, ça fera l'affaire. Mais on cherche quand même. On cherche Touba et on cherche les autres. Maintenant, préférence Touba. Maintenant, si on n'a pas Touba et que les autres ont, on va parler aux parents. Parce qu'on ne peut pas, pour des raisons de préférence, retarder une évacuation sanitaire. Donc après, les parents vont s'accorder à ça et puis ils vont partir. Cette émission tire presque à sa fin. Et la dernière question, c'est... Vous voulez aborder une autre question? Oui. Oui, laquelle? Allez-y. Peut-être oui. avec Madame Gueye. Madame Gueye est là? Oui, Madame Gueye. Est-ce que Madame Diop peut me rappeler? Madame Gueye, c'est la nutritionniste. Ok, oui. Ouais. Comme ça. Et d'ailleurs, cette émission, c'est santé et consommation. Ouais. Et dans la consommation, je crois qu'il y a la nutrition. Ouais. Voilà, donc ce serait bien de l'avoir. Ouais. Et la dernière question, c'est la prévention. Ouais. Aujourd'hui, les parents qui vous écoutent, quelles recommandations pouvez-vous faire à ces gens-là? Parce que on dit que voilà, soigner c'est bien, mais prévenir c'est encore mieux. Voilà, il faut beaucoup de sensibilisation. Je crois même que cette émission s'inscrit dans ce cadre. Et sensibiliser davantage les gens pour qu'ils ne tombent pas malades, du tout malades. L'objectif c'est ça. Mais c'est vrai, malheureusement, il y a beaucoup de maladies aussi actuellement. Alors, si vous avez aujourd'hui des recommandations à faire, quelles sont-elles, ces recommandations? Oui. En fait, les recommandations à faire, c'est quoi? C'est de dire aux parents. C'est Madame Gueye. Venez, Madame Gueye, venez mettre là. Ouais. Je vous laisse terminer après. La pédiatrie, ce n'est pas uniquement un volet curatif. La pédiatrie, elle est globale. Voilà. Ça débute depuis la prévention, il y a la promotion et puis il y a le curatif. Ce qui fait que quand un enfant est malade, ou bien quand il voit un problème, il doit se rapprocher des services de la pédiatrie. Et éviter de faire l'automédication. Surtout l'automédication. Il y a des parents qui, avant de venir, ils ont déjà des sachets de médicaments. Il y a d'autres parents quand même, parfois, bon, on est tous africains sénégalais, il y a la tradition. Hein? La médecine traditionnelle. Ils font d'abord recours à la médecine traditionnelle avant de venir à l'hôpital. Surtout en cas de palu, avec les symptômes que les enfants vont présenter. Il y a certaines qui vont aller de leur propre gré, je ne sais pas moi, ils vont prendre tellement de choses qu'à la limite, ça va faire souffrir le rein. Conséquence, insuffisance rénale. Si la dialyse n'est pas faite ou bien s'ils ne viennent pas tôt, il va détruire ses reins. D'autres vont faire de telle sorte que le foie. Parce que le foie, c'est l'usine qui va brûler pratiquement tout ce qui rentre dans l'organisme. Si vous le surchargez, il va traverser à un moment donné, le foie va lâcher. Et quand le foie va lâcher aussi, il y aura des conséquences. Donc je pense que les parents ont intérêt, à chaque fois qu'ils voient que leur enfant a besoin de voir un médecin, qu'ils se présentent et quand ils vont venir, je pense que pour l'instant, comme vous avez vu, il ne fait pas encore 13 heures au niveau de la consultation externe et pratiquement tous les malades ont été évacués parce que c'est un rouleau compresseur pour éviter un peu les longues files d'attente. Je vous laisse poser votre question à Madame Gueye. Et je lui donne mon micro. Non, je lui donne mon micro. Voilà. Madame Gueye doit aborder quelques questions. Voilà. Oui. Bonjour Madame Gueye. Bonjour Dr Ndiaye. Donc on est là aujourd'hui par rapport au premier enfant d'abord. Donc il y a la visite, on a déjà fait la visite, on a vu les nouveau-nés et les différents segments partis du pôle concernant la pédiatrie. Maintenant, par rapport à la prise en charge, je vais commencer peut-être par une pathologie qui est courante chez nous, c'est le diabète chez les enfants. Oui. Par rapport à ces enfants diabétiques, quels sont les conseils que vous allez donner aux parents qui ont des enfants qui sont diabétiques par rapport d'abord à la prévention et par rapport à leur suivi? Donc, merci beaucoup Dr Ndiaye pour votre question. Bon, comme il l'a dit, souvent on reçoit ici des enfants diabétiques et les cas que l'on reçoit, c'est des formes, ils viennent sous forme d'acidocétose, c'est-à-dire que le diabète a déjà pris un terrain chez l'enfant. Peut-être qu'il ne savait pas. Les parents aussi ne savent pas, donc l'alimentation, l'enfant mange tout ce qu'il veut, il n'a pas encore d'éducation nutritionnelle, ne comprend pas ce qu'il doit prendre, ce qu'il ne doit pas prendre, ce qui va amener les conséquences et va
pousser l'enfant à arriver à ce stade. Donc, arrivé ici, quand il est diagnostiqué diabète, on fait une éducation nutritionnelle à l'enfant. Il y a l'éducation nutritionnelle, il y a l'éducation thérapeutique. Mais nous, les nutritionnistes, on s'occupe de l'éducation nutritionnelle. C'est-à-dire expliquer aux parents, plus particulièrement, comment l'enfant doit gérer son régime alimentaire. Parce que l'enfant, tu ne peux pas demander à l'enfant de manger ça et de ne pas manger ça. C'est compliqué. Puisqu'il y a le milieu, il y a l'environnement, il y a les fréquentations. Tout ce que les autres vont prendre, il va certainement vouloir prendre ça, alors que ce n'est pas destiné à lui. Donc il y a l'éducation nutritionnelle à faire chez les parents pour leur expliquer ce que l'enfant doit éviter, ne doit pas prendre et doit privilégier dans son alimentation. Et on sait qu'ici, au Sénégal, on a l'habitude de donner à nos enfants comment est-ce que je pourrais appeler ça, les bonbons que l'on achète souvent et les chips qu'on donne aux enfants. Et ces produits sont particulièrement faits de sucre. Donc leur composant majoritaire oui, est très élevé même. Et les enfants ont tendance à manger ça tout le temps. Donc il faudra expliquer aux parents la composition de ces aliments, pourquoi l'enfant ne doit pas prendre ça, et ce qu'il doit prendre également. Donc c'est l'éducation nutritionnelle, comme je l'ai dit. Il y a la surveillance. Il y a la surveillance, oui. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas interdire à l'enfant de ne pas prendre ça, alors qu'il voit les autres, ses amis, prendre ça. Donc, il faudra bien expliquer aux parents de surveiller l'enfant tout le temps par rapport à son alimentation. Souvent, le diabète des enfants, c'est héréditaire ou bien ça vient comment? Parce que même un enfant n'est pas censé être diabétique. Ouais. Bon, il y a deux types de diabète. On a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Mais le diabète de type 2 concerne beaucoup les adultes. Les adultes. Dès l'âge de 40 ans, quand on commence à diagnostiquer le diabète de type 2. Mais le type de diabète que l'on retrouve chez l'enfant, c'est le diabète de type 1. Donc ça peut être héréditaire, oui. Donc, ça peut être héréditaire ou génétique, oui. Donc c'est comme vous l'avez dit, c'est héréditaire. Ça ne vient pas comme ça, quoi, selon l'alimentation. Il y a les facteurs héréditaires, il y a les facteurs génétiques. Mais l'alimentation joue un rôle très important sur la surveillance de ce diabète, sur l'évolution de la maladie chez l'enfant. Et l'espérance de vie de ces enfants diabétiques? Bon, je retourne la question à Dr Ndiaye. Tout dépend de la prise en charge et du respect du régime. Il y a des parents qui sont très méticuleux par rapport à la surveillance et à la prise en charge de ces enfants. Parce que c'est des maladies chroniques. Et quand on parle de maladies chroniques, on va parler de suivi trop long ou suivi à vie. Maintenant, c'est des enfants qui sont accompagnés par les parents qui vont venir. À un moment donné, c'est des enfants qui connaissent quel est leur rôle dans ça. Parce qu'un enfant, comme je l'ai dit, jusqu'à 14 ans, ils ne sont pas responsables de leur propre vie et de leur propre corps. Maintenant, au fur et à mesure que c'est des enfants qu'on suit, à un moment donné, c'est des enfants elles-mêmes, le plus souvent les filles, qui viennent et qui vont suivre le traitement. Et ils viennent souvent au rendez-vous, on contrôle le taux de sucre parce qu'ils ont un appareil. Parce qu'on a déjà un programme quand même qui nous aide. C'est ce qu'on appelle le CDIC. C'est Changing Diabetes in Children, qui nous aide en nous dotant d'appareils pour mesurer la glycémie capillaire, en nous dotant de bandelettes qu'on va utiliser, et avec les pics, les seringues, et de l'insuline avec les seringues à insuline pour les enfants, qui est gratuit. Ce qui fait que les enfants viennent régulièrement au rendez-vous, ils ont toute cette dotation. Mais, docteur, on vous entend parler, c'est comme si on a beaucoup d'enfants qui sont diabétiques. Oui, ça commence, parce que quand même c'est une pathologie alarmante. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une association des diabétiques au niveau de la Je connais à région. Tamba, ouais. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a ces enfants diabétiques, moi je communique avec le président de l'association, oui, Kamara, et lui-même, pour permettre à ce que les enfants aussi puissent être coachés par leur père. Parce que quand on a les mêmes pathologies, on peut même il y a une différence d'âge, on peut mieux s'entendre que quelqu'un qui ne comprend pas. Parce que comme il l'a dit,
un enfant a peur des interdits. Quand il ne prend pas ça, il va toujours trouver un moyen de prendre et ça va créer des soucis. D'accord. Merci docteur. Vraiment, nous vous remercions pour la pertinence de vos réponses. Merci aussi à Madame Gay. Je vais reprendre mon micro. D'accord. Non, vous laissez ça là-bas. Voilà le mot de la fin. Vous remercier d'abord par rapport à votre déplacement et par rapport à l'interview. Je pense comme on l'a dit, hein, la pédiatrie prend en charge tous les enfants, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur pathologie. Maintenant, il y a des pathologies qu'on peut traiter sur place, il y a d'autres qu'on ne peut pas. Mais au cas où c'est une pathologie qui ne peut pas être traitée à Tamba, on a toujours nos collègues qui sont à Touba, à Dakar, à Ziguinchor. On va faire appel à eux et bon, on va les référer. D'accord. Maintenant, les parents doivent faire de telle sorte que les enfants malades puissent venir pour que la prise en charge puisse être le plus rapidement possible pour éviter les décès évitables. Et nous parlerons aussi naturellement de la maternité qui est aussi une composante de ce pôle mère-enfant. Voilà, merci. Nous venons de terminer avec la pédiatrie. Maintenant, il est question de parler de la maternité avec Dr Diarra. Bonjour Dr Diarra. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Bien, merci. Nous sommes venus vous rencontrer pour parler naturellement de votre service et de son organisation et des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, etc. Voilà, merci docteur, merci. Merci mesdames et messieurs, vous qui suivez la télévision régionale Alkouma TV et ceux qui écoutent aussi Alkouma FM. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui au pôle mère-enfant qui nous soit permis vraiment de remercier Dr Diarra. Dr Diarra, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous sommes très ravis et vous remercions déjà pour votre disponibilité. Cette émission est le fruit d'un partenariat entre la direction de du centre hospitalier régional de Tambacounda et le groupe Alkouma. C'est le lieu d'exprimer toute notre gratitude au directeur de l'hôpital, de M. Mamadou Silla. Voilà, vous êtes le chef du service de la maternité et nous aimerions vous poser quelques questions et merci encore pour votre disponibilité. Alors, nous sommes au pôle mère-enfant. Veuillez nous présenter ces services stratégiques et qu'est-ce qu'une maternité? Merci beaucoup, merci monsieur Alkoumar. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes au niveau du pôle mère-enfant. Donc c'est un service qui est très stratégique, qui regroupe la pédiatrie et la maternité. Parce que c'est un couple qui doit aller de pair, donc l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et la maternité, qu'est-ce que la maternité? Je dirais tout simplement, la maternité c'est la vie, hein, c'est le commencement de tout. Donc c'est une étape extrêmement importante qui fait que même sur le plan des indicateurs sanitaires, les indicateurs de la maternité et de la pédiatrie sont extrêmement suivis par les autorités. Donc la maternité, c'est de la grossesse à l'accouchement ou bien... Alors, la maternité, c'est vrai, quand on parle de maternité, tout de suite on pense à la grossesse, mais ça commence bien avant ça. Ok. Ça prend en compte la contraception. Ah oui. Pour les grossesses non désirées, pour l'espacement des naissances. Ensuite, s'il y a grossesse, c'est la maternité qui fait le suivi prénatal jusqu'à l'accouchement. Et après l'accouchement également, il y a ce qu'on appelle les consultations postnatales. Okay. Donc ça vraiment prend en charge tout ça. D'accord. Docteur, l'accueil est un élément très important dans un service comme la maternité. Comment cet accueil est-il organisé ici, dans votre service? Alors, il y a un service d'accueil et d'orientation qui est à l'entrée de l'hôpital. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc, ce service est chargé donc d'accueillir dans un premier temps et d'orienter les patientes qui arrivent. Donc, une fois que les patientes arrivent au niveau du pôle, il y a un secrétariat au niveau de la maternité et un secrétariat au niveau de la pédiatrie. Donc, si c'est une patiente qui doit aller à la maternité, donc elle va s'adresser au niveau du secrétariat. Donc, si c'est une consultation de routine, alors là, elle sera mise dans le programme de consultation. Par contre, si c'est une urgence, cette patiente est directement orientée au niveau de la salle d'urgence. Hier, nous avons visité ce service, votre service avec votre responsable de la communication, M. Cheikh Dramé.
Alors, quelles sont les principales missions d'un service de maternité? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc service de maternité, il y a d'abord donc la contraception. Bien que dans la région, nous avons constaté qu'il y a une faible prévalence contraceptive, mais ça fait partie des services de la maternité. L'espacement des naissances, d'accord. Ensuite, communément appelé planning familial. Planning familial, communément appelé par planning familial. Ça fait partie donc des missions d'un service de maternité. Le suivi prénatal, donc nous insistons beaucoup sur ça. Malheureusement, jusqu'en 2024, il y a des grossesses non suivies. Donc c'est encore une occasion d'inciter les femmes à se rapprocher donc des structures de santé pour les visites. Et les accouchements. L'accouchement donc doit être assisté par un personnel qualifié. Et au-delà de l'accouchement également, le suivi, les consultations postnatales. Est-ce qu'il vous arrive d'être confronté à des grossesses à risque? Et quelles sont souvent les causes de ce phénomène? Nous sommes tout le temps confrontés à des grossesses à risque parce que nous sommes un service de référence, donc où toutes les structures périphériques envoient les cas graves ici. Donc, ce qui fait que nous ne voyons pratiquement que des cas graves. À chaque fois qu'il y a des complications, référence. Voilà. Donc, 90% des patientes que nous admettons en urgence sont des évacuées. 90%. Donc voilà, c'est pour vous dire que nous, on est vraiment très confrontés à ces difficultés. Et les pathologies les plus fréquemment retrouvées, en tout cas sur le plan obstétrical, c'est d'abord les complications de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse. Actuellement, c'est vraiment la première complication qui est responsable de la première cause de mortalité maternelle ici à l'hôpital. En dehors des complications de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse, il y a les hémorragies, mais aussi il y a l'anémie et les infections. Donc c'est les 4 groupes de causes les plus fréquemment rencontrés ici. Concernant l'hypertension qui est très fréquente, comme vous venez de le dire, quelles sont les causes? Alors, il y a beaucoup de facteurs de risque, avec d'abord les grossesses qui sont très jeunes. Si une femme une fille qui a 16 ans, 17 ans, contracte une grossesse, elle a toutes les chances d'avoir une hypertension. Les grossesses donc très jeunes, ou les grossesses qui sont trop tardives, ou les grossesses qui sont trop nombreuses ou trop rapprochées, ou bien les grossesses chez les femmes qui ne vivent pas avec leur mari. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui favorisent l'hypertension artérielle, au-delà maintenant des effets climatériques. Voilà. Et les infections? Parce que là aussi c'est fréquent. Les infections sont très fréquentes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les 4 groupes de causes. J'ai parlé des complications de l'hypertension, des hémorragies, de l'anémie et des infections. Effectivement, c'est très fréquent. Le plus souvent, c'est en rapport avec des conditions d'hygiène qui sont pas favorables du tout. Ce qui fait que donc nous sommes confrontés parfois à des cas d'infection très sévères au cours de la grossesse ou dans les suites de couches. Okay. Alors, en dehors de cela, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes souvent confrontés aussi bien dans le fonctionnement du service que dans la prise en charge des patients ou patientes? Alors, les difficultés que nous rencontrons actuellement, comme vous l'avez remarqué, donc nous sommes actuellement au niveau du pôle. Et au niveau du pôle, la capacité est plus grande que l'ancien bâtiment. Donc, si la capacité est plus grande, ce qui veut dire donc qu'on aura besoin de plus de personnel pour faire fonctionner le... Donc il y a un déficit de personnel. Il y a un déficit de personnel, ça il faut le dire, même si des efforts sont faits, mais c'est encore suffisant. C'est encore insuffisant. C'est encore insuffisant. Il y a également des... Qu'en est-il des équipements? Vous êtes suffisamment bien équipés quand même? Des équipements quand même. À ce niveau aussi, ça reste... Oui, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits, ça quand même il faut le reconnaître. Mais voilà, comme on dit, c'est encore insuffisant parce qu'il faut tenir compte du fait que la région de Tamba, c'est une région qui est frontalière à plusieurs régions. Donc il y a la Gambie, il y a la Guinée, il y a même le Mali, il y a la Mauritanie. Donc vraiment, le Sénégal gagnerait à faire de ce pôle un pôle qui a une vocation sous-régionale pour favoriser vraiment le tourisme hospitalier. Donc je pense que si on veut vraiment avoir des ambitions de cette envergure, on devrait investir davantage, surtout pour le renforcement des équipements. Ok. Alors quand on parle de maternité, on pense surtout à l'accouchement.
comme vous venez de le dire. Qu'est-ce qui explique la récurrence ou fréquence des césariennes? Mais le docteur, chaque fois, évoqué en hôpital régional, césarienne. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, là peut-être vous allez être surpris, hein? C'est une perception. En fait, la population pense qu'on fait trop de césariennes. Ok. Mais quand on interroge les chiffres, on se rend compte qu'on n'en fait pas assez. Ah bon? Donc Ouais. les statistiques prouvent le contraire. Ça prouve le contraire. On n'en fait pas du tout assez. Que ce soit à Tamba ou même au Sénégal, on n'en fait pas du tout assez. C'est une perception. C'est comme la dernière enquête de la NSD. Voilà. Ouais. Qui a dit qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Ça a surpris tout le monde au Sénégal. Alors que la perception commune, tout le monde pensait que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Ouais. Vous voyez, et l'enquête a prouvé le contraire. Ok. Alors, les césariennes, on n'en fait pas beaucoup. Mais quand vous fréquentez l'hôpital, naturellement, vous allez voir qu'on fait beaucoup de césariennes. Parce que tous les cas compliqués des structures périphériques sont évacués au niveau de l'hôpital. Donc nous, on prend en charge des cas qui sont a priori graves de l'admission. Ok, les femmes qui sont censées accoucher en voie normale, Ouais. on ne les évacue pas ici. Mais ce sont celles du boss où il y a des complications. Où il y a des problèmes, Oh, ok. il y a des complications qu'on évacue ici. Donc ce sont des femmes qui ont beaucoup plus de risques de subir une césarienne que les autres. Donc ce qui fait qu'effectivement à l'hôpital, nous avons un taux de césarienne qui tourne autour de 40%. Et ça, c'est compréhensible pour un service de référence. Mais le taux de césarienne au niveau régional, ça ne dépasse pas 3%. Et si vous prenez le nombre total de femmes qui accouchent et le nombre total de femmes qui subissent une césarienne dans la région de Tamba, ça ne dépasse pas 3%. Donc si vous prenez 100 femmes, il n'y a que 3 femmes Voilà, qui subissent une césarienne. Donc il y a une perception extraordinaire. Voilà, il y a une perception qui est extraordinaire. Il y a d'autres pays, je donne l'exemple du Cap-Vert. Le Cap-Vert, ils sont à 25% de taux de césarienne. C'est-à-dire une femme sur 4. Ouais. Une femme sur 4 qui accouche au Cap-Vert accouche par césarienne. Nous, on n'est même pas à 5% au Sénégal. Et pourtant, on dit que c'est beaucoup. Voilà, c'est une perception, parce que si vous êtes dans un quartier, vous connaissez 4-5 femmes qui ont accouché par césarienne, vous allez dire que c'est beaucoup. Mais au même moment, il y a beaucoup de femmes qui accouchent normalement. Qui accouchent par voie normale. Il y a beaucoup plus d'accouchements par voie basse que de césarienne. Dans les normes, le taux de césarienne, ça doit tourner autour de 5 et 15%. 5 et 15%. Nous, on n'est même pas à 5% au Sénégal. C'est pour vous dire. Voilà. Maintenant, si vous regardez les chiffres en valeur absolue, le nombre, ça peut être beaucoup, mais en valeur relative, c'est encore insuffisant. Ok. Alors, pourquoi dit-on qu'il faut une approche holistique et multidisciplinaire dans la prise en charge complexe du couple mère-enfant? Oui, effectivement, il faut une approche holistique parce que on ne peut pas prendre en détail une femme, une patiente. Je ne sais pas si vous me comprenez. Une femme qui est enceinte, qui a une cardiopathie, bien qui a une neuropathie. Moi, en tant que gynécologue, je ne peux pas dire que je vais juste m'intéresser à la grossesse. Vous voyez, je suis obligé de prendre la question dans sa globalité. C'est pourquoi on parle donc de prise en charge holistique et multidisciplinaire, parce que ça interpelle d'autres spécialistes. Par exemple, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Quels sont les profils que vous avez ici, en dehors du gynécologue? Les spécialistes, ou bien les profils. Les autres agents qui travaillent ici, en dehors du gynécologue, dans votre service. Dans notre service. Alors, il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes. Il y a des sages-femmes. Nous avons beaucoup plus de sages-femmes. Nous avons actuellement qu'une seule infirmière. Nous avons des aides infirmières. Voilà, nous avons des aides infirmières. Mais c'est un service qui aussi doit avoir des techniciens anesthésistes, pouvoir fonctionner d'une manière autonome, des brancardiers, des infirmiers de bloc, etc. Ok. Alors, on va parler un peu des statistiques. En termes de taux de fréquentation, chaque matin, si on vient, on trouve beaucoup de gens ici. Voilà. Mais aussi des taux de césarienne, concrètement, que disent les statistiques. Mais aussi, qu'en est-il des soins intensifs néonatals, voilà, mais aussi, pourquoi, et même les décès. Tout à fait. Tout à fait. Bon, comme je l'ai souligné tout à l'heure, dans la région de Tamba, c'est l'hôpital qui enregistre le plus de décès.
décès maternel et même néonatal. Parce que tout simplement, c'est l'organisation de la périmètre sanitaire qui le veut ainsi. Donc si tous les cas graves sont évacués à l'hôpital, logiquement, il y aura plus de décès au niveau de l'hôpital. Ouais. Voilà. Donc, et souvent, les femmes qui sont évacuées sont fatiguées avant d'être évacuées. Fatiguées avant d'être évacuées, voilà, avec tous les problèmes que l'on peut soulever. Pour les taux de... Par mois, vous recevez combien de visiteurs, de patients? Alors, nous faisons entre 350 et 400 accouchements par mois. 350 à 400 accouchements par mois. Voilà. Nous faisons en presque 100 césariennes par mois. 100 césariennes par mois. 100 césariennes. D'accord. Donc, pour vous dire, donc, voilà, c'est quand même un service qui... Et les décès, il n'y en a pas beaucoup? Les décès, il y en a quand même. Il y en a. Nous enregistrons en moyenne 5 décès. 5 décès par mois. Par mois? Par mois. Donc, l'année, si on prend les 2 dernières années, c'est en moyenne 5 décès par mois. Et souvent, les causes, c'est... Alors, les causes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les complications de l'hypertension artérielle. Actuellement, c'est presque 40% des causes de décès ici à l'hôpital. En plus, viennent en deuxième position les hémorragies, ensuite l'anémie et les infections. Nous sommes dans une région où il y a une anémie qui est presque endémique, quoi, et d'une manière très sévère. Qu'est-ce qui explique cela, docteur? Parce qu'effectivement, dans nos émissions que nous faisons, on entend souvent même les Badianogor prodiguer des conseils aux femmes, éviter d'être victime d'anémie si vous êtes enceinte. Mais malheureusement, il me semble que le phénomène persiste. Ça persiste, et ça persiste d'une manière très grave. C'est des femmes qui sont anémiées même avant qu'elles ne soient enceintes. C'est des anémies chroniques, certainement dues à des habitudes alimentaires. En tout cas, ça mérite des études pour déterminer avec beaucoup plus de précision. Ce que vous dites là, c'est important, ça mérite des études. Ça mérite des études. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'études souvent sur ces cas-là? En tout cas, pas à ma connaissance. Il n'y a pas d'études d'envergure pour voir quelle est l'étiologie ou bien quelle est l'explication qu'on pourrait donner à cette fréquence de l'anémie dans la région. Alors, vous êtes je rappelle que vous êtes le chef de service de la maternité du centre hospitalier régional Tambacounda. La santé, actuellement, c'est aussi des innovations. Voilà. Quelles sont les innovations aujourd'hui dans la prise en charge de vos patients, c'est-à-dire dans le pôle mère-enfant? Ouais. Alors, pour le moment, on n'est pas encore entré... Innovation au plan technologique? Sur le plan technologique, on n'est pas encore carrément dedans, mais ça fait partie de nos ambitions. Je pense que dans un court ou moyen terme, nous allons acquérir des équipements qui nous permettront de développer ces genres de stratégies. Voilà. Et la télémédecine? De même que la télémédecine joue un rôle important. Exactement, ça joue un rôle extrêmement important. Le dispositif actuel ne le permet pas, mais peut-être dans un avenir proche, on va y arriver. Ok. Un bon système de santé mise sur la prévention. Quelles recommandations faites-vous aujourd'hui aux téléspectateurs et auditeurs qui suivent cette émission pour que Dr Diarra ait moins de patientes et un peu de temps pour se reposer aussi? Parce qu'il me semble que vous avez un volume de travail. Chaque fois qu'on vient ici, Dr Diarra, il est au bloc. Tout à fait. Comme vous l'avez dit, mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. Vraiment, c'est très difficile de prendre en charge les complications. Et parfois, quand la complication est là, la guérison n'est pas garantie. Donc, mieux vaut prendre les devants. Prévention. Donc, ce que nous vraiment recommandons à la population, c'est d'abord l'espacement des naissances. Il y a des méthodes contraceptives qui existent. Et les structures sont là pour ça. L'espacement des naissances, le suivi des grossesses, d'accord, au niveau des structures. Le respect des 4 CPN. Actuellement, c'est 8 CPN. 8, ah oui, on parle de 8. Wow, qu'est-ce qui explique cela? De 4, on va à 8 maintenant. On va à 8. Parce que 4 à 9 mois, voilà, il y avait des rendez-vous qui étaient très espacés. Ok. Et voilà, et si une femme ratait un rendez-vous, voilà, ça verse. Donc maintenant, 8, c'est-à-dire chaque mois, on doit voir la femme. Voilà. C'est-à-dire c'est une surveillance qui... La grossesse c'est sur 9 mois, mais chaque mois, maintenant, il faut aller... Il faut aller en consultation prénatale pour que la sage-femme ou le gynéco puisse dépister
les complications pour qu'on les puisse prendre en charge très tôt. Sinon, ça va être très difficile de courir après. Donc, le suivi... Et là, vous avez surtout un message à l'endroit des hommes qui ouais, effectivement, doivent souvent s'impliquer quand même dans la grossesse. Les hommes doivent accompagner les femmes pendant les grossesses. Alors, nous, on a l'ambition, dans un moyen terme, peut-être en 2025, d'initier des cours de préparation à l'accouchement. Alors, ça, c'est dans le programme. Je pense que peut-être même vous, on peut vous inclure. Hein. C'est des occasions de sensibilisation. Et c'est des occasions également d'inviter les maris qui vont accompagner les femmes pour qu'on leur explique le suivi, tout simplement prénatal, et les mesures qu'il faut vulgariser. Voilà. Et peut-être une dernière question. On voit qu'il y a souvent des accouchements à domicile. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les risques liés à ça? Parce que malgré l'existence de postes de santé, de cases de santé, de l'hôpital ou bien des hôpitaux, il y a des femmes qui continuent à accoucher à domicile et les risques sont, me semble-t-il, les risques sont très élevés. Mais les risques sont tellement élevés. Il n'y a pas d'accouchement sans risque. C'est-à-dire, même si l'accouchement se déroule dans une structure de santé, il y a des risques. Mais le bénéfice, c'est quoi? Il y a des personnes qui sont compétentes, il y a les équipements, il y a tout sur place qui permettent la prise en charge rapide. Mais si une femme accouche à domicile et qu'elle saigne, qui peut arrêter ce saignement-là à domicile? Personne. Et le temps qu'elle arrive à l'hôpital, ça peut être dramatique. Donc, au-delà de ces saignements, il y a d'autres types de complications, telles que les déchirures périnéales, les fistules, physico-vaginales. Mais actuellement, il y a tellement de structures sanitaires que vraiment, on ne devrait plus vraiment voir des femmes qui accouchent à domicile. Voilà. En tout cas, nous les invitons à fréquenter les structures de santé et à accoucher donc dans les structures de santé. Merci. Docteur, il nous reste la partie, le mot de la fin, après la partie visite. On va visiter un peu votre service en votre présence. Voilà. Pour le mot de la fin, c'est vraiment vous remercier. Merci. Ça a été un plaisir de vous accueillir ici. Remercier également l'ensemble de vos téléspectateurs. Et dire que le pôle Mère Enfant est fonctionnel vraiment pour la population de Tamba et que nous sommes là pour les accueillir, pour leur offrir donc les meilleurs soins. Également, demander à la population de nous aider dans l'entretien des locaux. Hein, parce que voilà, parfois ça peut être difficile. Surtout avec les accompagnants. Surtout les accompagnants. Ce qu'on a vu en ce laps de temps-là, ça mérite encore vraiment de la sensibilisation sur l'utilisation surtout des toilettes publiques. On a vu que ça pose problème. Mais avec un peu de pédagogie et continuer à sensibiliser, on va arriver donc à éveiller la conscience. Donc le service communication de l'hôpital a un grand défi à relever alors? Le service communication a un très grand défi. Hier seulement je pensais, je ne sais pas si ça sera possible, mais si on pouvait avoir des écrans et faire passer des messages en boucle, ou bien même des vidéos comme ce qui se passe dans les banques, des images en boucle, pour que dès que la femme est admise, qu'elle puisse savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Et le bâtiment est bien adapté quand même? Le bâtiment est très bien adapté avec des salles qui répondent aux normes, des salles de travail avec des boxes individuelles, avec également une salle d'accouchement. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Okay. Voilà, c'est vraiment des constructions qui répondent aux normes. Et voilà, donc nous espérons tout simplement que qu'on puisse gagner le pari de l'entretien. Merci docteur. Merci. Il reste maintenant la partie visite. On va visiter votre service. Là, on entre au pôle à gauche. À gauche. Voilà, c'est la partie de la consultation externe pour la maternité. Voilà, là c'est une salle d'attente. Hein. Salle d'attente. Et là également c'est un espace. Espace d'attente pour Ici, c'est les salles de consultation. Salle de consultation sage-femme. Voilà, on a parlé ici de visites des heures de lundi au vendredi, de 17h à 45 à 20h. Pour les malades qui sont hospitalisés. Ok. Samedi, dimanche, des jours fériés, de 15h à 20h. À 20h. Okay. C'est pour ceux qui doivent venir rendre visite aux patients. Malades qui sont hospitalisés. Ici, c'est le secrétariat. Voilà. Vous parlez de secrétariat. Exactement. Ici, voilà. Vous pouvez visiter le secrétariat. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de malade ici. Madame Ndiaye. Voilà.
Voilà, Madame Ndiaye, c'est Madame Ndiaye, bonjour. la secrétaire. Voilà, ici. Voilà, c'est les rendez-vous, les Voilà. consultations externes Voilà, des malades qu'on doit programmer, les programmes opératoires. tout à fait, Donc tout à fait. tout, voilà, c'est patient. Madame, bonjour. Bonjour. Et votre service, ça se passe bien? ça va. Alhamdulillah. Bien, merci. Ok, docteur. Voilà. Voilà, voilà. Et là également, une salle de consultation sage-femme, la planification familiale, Ok. tout ça. Ouais, je crois qu'elles ne sont pas en consultation. Oh, ouais, il y a Voilà. quelqu'un, je pense Ok. qu'elle a terminé. Ok. Voilà. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Elle, je la connais aussi, moi. Ah, Voilà, c'est Voilà. madame Diaw. Merci. Allez. Merci. D'accord. Ok. Et, Oui. Ouais. et là, vous avez donc la première salle de consultation Ok. pour le gynéco. Gynéco, ouais. Voilà. Rétras, ça va? Bien, merci. Et là, c'est la deuxième salle de consultation gynéco. Voilà, qui est aussi votre bureau. Voilà, qui est ici. Ici, c'est le magasin, certainement. Ici, c'est une salle d'exploration. Il y a un appareil d'échographie. Ok. On peut voir? Bien sûr, Il y a pas de bien patient, sûr, j'espère. bien sûr. Alors là également, c'est le Bonjour. bureau du deuxième gynéco, Dr Fatchao. Docteur Tchao, ça va bien? Bien, merci. On peut prendre, il n'y a pas d'image compromettante, non? Voilà, donc c'est bon. Voilà, ouais, c'est pas grave. Voilà, ici aussi. Voilà, ici, c'est la salle d'échographie. Ça, c'est important. Idi, Ouais, Idi, venez. Écho bi ngay dégg fii, c'est ici qu'on fait l'écho. voilà. Voilà, les femmes enceintes, il y a l'appareil, je crois qu'elle est là. Voilà, les Voilà, femmes s'installent. voilà. Et puis il y a quelque chose comme sur le ventre. Tout à fait, Après avoir, voilà, et puis on voit l'évolution de la grossesse. tout à fait. Voilà, c'est ça. Ça. Permet donc d'examiner, de voir le fœtus, Voilà. la croissance, Voilà, le la poids, croissance, est-ce c'est que ça. tout va bien. Exactement. Voilà. Ok. Donc la partie externe s'arrête là, Voilà. consultation externe. Maintenant le reste c'est pour les hospitalisations Ok. et la prise en charge des urgences. Ok. Les hospitalisations, c'est par là. Voilà. Ok. Tout le rez-de-chaussée c'est pour la maternité. Ok. Maintenant à gauche vous avez la salle d'accouchement avec le bloc opératoire. Voilà, et de l'autre côté vous avez les salles d'hospitalisation. L'hospitalisation, on commence par où? L'hospitalisation. Ouais, on peut commencer par là ensuite. Comme Ici, ça. c'est les toilettes. Voilà, là vous avez les toilettes Ici, personnelles. local technique. Local technique, tout à fait. C'est quoi? C'est les dispositifs techniques Ah, ok. sécuritaires du bâtiment. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Ils sont Ok. stockés Attention, ici. voilà. Ça, c'est quoi? Ça c'est un chariot. Un chariot. Voilà, un chariot ok. pour transporter Les malades. les malades. Ok. Hein. Ok. Là c'est la salle de réveil. On peut voir, on peut ouvrir. Voilà, donc dès que les femmes quittent le bloc opératoire, Ouais. elles passent d'abord par ici, Ok. la salle de réveil, jusqu'à ce qu'elles soient complètement stabilisées. Ah, ok. Ce sont les femmes qui sont hospitalisées ici. Les postes opérés Opérés. immédiates, voilà. Ok. Juste ok. après une intervention Ok. C'est-à-dire les chirurgicale, femmes par exemple, qui- après une césarienne par exemple, ouais, ok. dès qu'elles quittent le bloc, elles passent par là. Ok. Puis dès qu'elles sont totalement stables, on les transfère dans les autres salles. Ok. On peut juste regarder une partie seulement. Voilà. Bonjour. Voilà, bonjour. Bonjour. Ne Voilà, filme donc, pas les malades. Voilà, par de ce côté, voilà. Il dit ne prend pas les malades. C'est la sage-femme donc, La qui est sage-femme, c'est- responsable de cette salle, Ok. Mariama. Ok, Madame Mariama, bonjour. Ça va bien? Vous avez la visite d'Alkouma TV qui est venue voir un peu ce qui s'est fait dans votre... Et vous, qu'est-ce que vous faites ici concrètement? Actuellement, on gère les postes-op. Dans les postes-op. Ok. Voilà, ils sont chargés de la surveillance Ok. des malades qui viennent juste d'être opérés. Ok. Voilà, et dès qu'elles sont totalement stables, Ouais. elle va les transférer dans les autres salles. Ok. Merci. Merci, Mariama. Merci. Ah ouais, vous avez aussi des poubelles. Parce Il y a que des poubelles. l'hôpital, il y a Ouais. beaucoup de... Voilà, vous comprenez, hein? Ouais. C'est pas... Mais c'est un défi. Ouais. C'est un défi. Ici, ce sont les- Ici, ah, aussi, c'est- c'est la salle post-op Poste-op, numéro ouais. 1. Numéro 1, ouais. Voilà, dès que, Oui, ça va bien? voilà, Bien, merci. dès que Ok. les On femmes peut rétablir. quittent, voilà, sont transférées, soit ici, Voilà. soit dans la deuxième salle post-op. Ok. Il y a deux salles Il y a deux post-op. salles post-op. Qui ont Et chacune- quelles sont les capacités de ces deux salles? Chaque salle a 5 lits.
5 lits. 5 lits. Ok. Hein. La salle de réveil aussi a 5 lits. Ok. Puis chaque salle post-op a également à 5 lits. Ok, ça c'est les cabines. Ça, c'est voilà, ça c'est les cabines. Voilà, cabine. Cabine 1 et cabine 2. Il n'y a que 2 cabines. Hein. Wow, Et ok. c'est les cabines à 2. Ok. Il n'y a pas de cabine individuelle. Ok, ok. Les cabines à 2 qui sont climatisées également. Voilà. Ok. Donc là, c'est la deuxième salle post-op. Post-op, ok. Voilà. Ok. Si l'autre salle elle est pleine, on transfère les autres ici. Ok, mais vous avez beaucoup d'espace ici. Hein? Ouais, et tout ça, c'est Et les accompagnants qui. les qui sont là. accompagnants. C'est dans le programme. On va aménager un espace uniquement pour les accompagnants. Hein, dans un avenir très proche, Inch'Allah, D'accord, d'accord. on aménagera un espace. Ok. Voilà. Donc on peut aller vers les salles d'accouchement. Voilà. Là, ce sont les grossesses pathologiques. Bonjour. Ah, ok. Voilà, les grossesses pathologiques ouais. qui sont hospitalisées ici. Ok. Ensuite, maintenant, il y a les suites de couches Pathologiques Ok. qui sont en bas. Ok. Et en haut, on a une salle également. Pour nous. Le docteur Diaye nous en a Voilà, parlé. une salle. C'est pour les suites de couches normales. D'accord, d'accord. Voilà. On peut aller vers le kit d'accouchement. Voilà. Donc c'est ça, actuellement c'est dans le programme hein, pour la construction de l'espace Ok, qui est réservé aux accompagnants. ok. Voilà, c'est un contexte qui est un peu difficile. Il y a parfois des accompagnants qui viennent de très loin, Très bien. Ouais. parfois, voilà, de Kidira, de Boubi, etc. Par exemple, vous recevez aussi des gens qui viennent de la sous-région. De la sous-région. Gambie, Gambie, parfois. Mauritanie, Mali. Mali, oh là là. Nous recevons- Alors, et le bâtiment, c'est adapté à vos besoins. Le bâtiment est adapté Avec un vraiment. microclimat extraordinaire, hein, j'ai Ouais, constaté ça. vous avez remarqué, hein? Ouais, ouais, voilà, ouais. c'est aéré. Vraiment, ça répond vraiment aux normes de notre côté. Donc cet espace, cette partie est réservée aux Voilà, accouchements. cette partie, Voilà, derrière vous, voilà. voilà, il y a une table qui est là, qui sera déplacée. Alors cette salle, c'est la salle d'accueil des urgences obstétricales, des urgences gynécologiques. Ils viennent directement ici. D'accord? Et dès que ces femmes sont examinées, elles sont maintenant ventilées en fonction du tableau qu'elles présentent. Si elles doivent accoucher, il y a la salle de travail, il y a la salle d'accouchement à côté. Si elles doivent aller au bloc, le bloc est là. Le bloc est là-bas. Voilà. Le bloc. Il y a 2 salles opératoires. Ok. 2 salles opératoires. Ah, voilà. Comme son nom l'indique, c'est la salle d'accouchement. C'est la salle d'accouchement, voilà. ouais. C'est la salle d'accouchement avec donc une salle de travail qui a une capacité de 6 box. C'est pour ça. Ok. Voilà, c'est des box également individuelles, salle climatisée. Et une salle d'accouchement qui a également 5 box. Voilà. Donc si l'on compare avant on avait une salle. Une salle qui faisait office de salle de travail, salle d'accouchement, salle de tri, C'était pas facile. et qui avait que 8 places. Ah non, je crois que ce bâtiment est une aubaine quand même. Vraiment, Une vraie aubaine, ouais. vraiment sur ce plan-là quand même. Ouais. Voilà. Donc vraiment, c'est bien, je crois. Ou bien il reste autre quelque part. Bah, On je a pense fini que la voilà, visite, ça hein. s'arrête là, c'est Voilà, le bloc. voilà. Après, voilà, D'accord, d'accord. salle d'accouchement, salle de tri, le bloc. Donc merci encore une fois. Je crois que je vais faire la chute ici. Voilà, et nous venons de boucler vraiment la visite. Je dirais que l'émission tire à sa fin. C'est le lieu de remercier le docteur Diarra qui a bien voulu nous recevoir ici et vraiment nous aider à découvrir son service et à travers nous aussi. Les téléspectateurs vont mieux connaître ces services-là, comment ça fonctionne aussi. Voilà, du secrétariat jusqu'au bloc opératoire, aux salles d'hospitalisation, etc. C'est une première, d'autres émissions vont s'en suivre. Et tous nos remerciements à Dr Diarra. Merci, merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et à très bientôt. Ok. Allez.